et à tous et bienvenue donc à cette table ronde que je suis ravie d'animer. Comment répondre aux enjeux métiers des organisations et des entreprises tout en respectant les nouvelles exigences de sécurité et bien entendu de souveraineté. Alors la souveraineté, vous en avez beaucoup entendu parler depuis ce matin. Donc la souveraineté est devenue évidemment un enjeu central pour nos organisations. Souveraineté de décision, souveraineté de fonctionnement, souveraineté de continuité des services essentiels. Dans un environnement numérique de plus en plus interconnecté, qui plus est, et contraint, la cybersécurité s'impose comme un levier clé de résilience et de confiance. L'objectif donc de cette table ronde est de vous éclairer sur la manière de concilier donc les exigences métiers très importantes, la performance opérationnelle et les nouvelles attentes en matière de sécurité et de souveraineté à partir de retours d'expériences très concrets de deux grands groupes français. Donc, pour nous aider à répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur de la présence d'Olivier Ligneul, Group Chief Information Security Officer, n'est-ce pas, CISO, de ni plus ni rien, pas plus que le groupe EDF, et Stéphane Lenko, VP Cybersécurité du groupe Thales. Alors, lorsque l'on se place au niveau de deux dirigeants garants de la sécurité du numérique dans vos organisations respectives, la question est souvent par quoi commencer et surtout où placer le curseur. Donc c'est ce que je vous propose d'aborder en premier. Donc je me retourne d'abord vers vous, Olivier. En tant que dirigeant garant de la cybersécurité vis-à-vis du COMEX, du groupe EDF, comment avez-vous vu évoluer les enjeux des directions métiers ces dernières années, et notamment sur les sujets d'autonomie stratégique et de résilience? Alors, merci pour cette question. Je l'ai vu évoluer sur deux aspects. Tout d'abord sur l'aspect des métiers du groupe en tant que métier d'un opérateur d'énergie. Donc typiquement, la problématique qu'on a au sein du groupe EDF, je pense que ça n'a échappé à personne, c'est de construire des centrales nucléaires pour notre avenir sur des délais assez longs. Et Yann en a très bien parlé ce matin dans les sessions plénières. Et donc à ce titre-là, on a un besoin d'améliorer notre rapidité, le lead time, d'améliorer notre capacité à consacrer notre temps à de la tâche de valeur ajoutée et notre capacité à faire ça avec une économie de coûts du premier coup. Et donc en même temps, on doit réduire nos coûts. Donc ça, c'est sur la partie métier. Et sur la partie métier de la cybersécurité, là aussi, les choses ont évolué. C'est que je suis passé, à l'époque, Christophe Salomon était mon patron au sein du groupe EDF, et donc je suis passé d'un métier où on donnait un certain nombre de moyens pour se protéger, à un métier maintenant où on doit garantir un niveau de sécurité pour l'IT, mais aussi pour l'OT, pour l'informatique industrielle, d'une manière cohérente au sein du groupe. Dans un contexte de menace qui a singulièrement changé, puisqu'on est passé des attaques grosso modo en ransomware qui risquaient de faire tomber l'ensemble des environnements, et donc comment on fait pour reconstruire, ça c'est ce dont on discutait juste avant le Covid, dans les années 2020, à un environnement aujourd'hui où les attaques dépasse très largement les capacités qu'on a en face de nous et donc nos propres capacités de défense. C'est ce qu'on a pu voir par exemple dans le cadre des affaires qui ont posé des difficultés au groupe La Poste, mais ça aurait pu être nous dans le cadre du mois de décembre, ou à travers des attaques d'espionnage ou des attaques liées à la géopolitique qui sont assez liées au modèle dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire des conflits qui sont sur l'est de l'Europe et des conflits des conflits économiques larvés avec la Chine, et de l'autre côté, des difficultés qu'on a avec les États-Unis. Et donc tout ça a été intégré dans notre approche au niveau métier, dans une approche de déclinaison des différentes stratégies de souveraineté. Je suppose donc que ça exige une élasticité, une reconfiguration permanente des équipes, ce qui ne doit pas être facile au quotidien. Alors, tout à fait, ça exige deux choses. D'une part, de reconsolider, et toujours on a cette problématique aussi de dimension économique et d'économie à générer, et puis notre actionnaire unique est l'État français. Et donc à ce titre-là, on a reconcentré il y a 1 an et demi l'intégralité des équipes cyber au sein
une direction que je préside, que je dirige, et dans lequel on est capable de mettre en œuvre les moyens d'une manière cohérente sur l'intégralité du groupe, donc ça fait à peu près 200 personnes, et avec un réseau de RSSI et de RSSI industriels qui fait à peu près 500 personnes sur l'intégralité du groupe. Et c'est cet écosystème que je pilote, et je rencontre, comme tu l'as très bien dit, au sein du COMEX, que je faisais traditionnellement, notamment avec des tableaux de bord cyber, des choses comme ça, ce qui est assez traditionnel, mais de plus en plus, comme Stéphane ou la plupart de mes pairs, directement au niveau du board, donc sur le comité des risques, qui s'intéresse de plus en plus à ce risque en cybersécurité et au juste équilibre qu'on fait sur les investissements dans ce domaine. L'importance aussi d'avoir des relais en fait au sein du groupe. Stéphane, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui est annoncé par Olivier également? Alors de façon fort peu surprenante, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Olivier, donc on a des trajectoires très parallèles et des philosophies d'entreprise aussi très similaires. Je pense que c'est important de voir que il y a un certain temps, le cloud s'était considéré comme un gros mot. Le go-to-cloud, c'était une forme d'insulte. Le cloud, c'est une façon de dématérialiser le socle technique, de gagner de l'élasticité, de confier à quelqu'un la gestion du renouvellement, de l'obsolescence, etc., pour se concentrer sur son activité métier qu'on vient poser sur le cloud. Et ça nous permet de nous concentrer d'un point de vue stratégique sur l'objectif de résilience. Et effectivement, je préfère le terme d'autonomie stratégique que de souveraineté. La souveraineté, c'est le degré ultime de ce qu'on sait faire, et Thales, mieux que personne, sait ce que c'est que la souveraineté. L'autonomie stratégique, c'est savoir composer avec les risques. Et on en revient aux fondamentaux de nos métiers avec Olivier. Quand on est RSSI, CISO, l'objectif, c'est l'évaluation des risques. Et l'évaluation des risques, ça commence par dire déjà le risque zéro n'existera pas. Ce qui a démontré, tu l'as évoqué Olivier, hein, la conflictualité qu'on voit en particulier dans l'Est de l'Europe, mais qu'on a vu aussi sur des offensives coup de poing, c'est une forme de décomplexion, de désinhibition sur des vecteurs d'attaque qui provoque forcément un changement de la conflictualité cyber, du cinquième milieu pour parler militaire, mais de façon générale un débordement aussi sur les sociétés civiles. Ça nous ramène sur les textes européens, en particulier NIS dans le cas précis, Network and Information Security. Pourquoi il y a autant de secteurs critiques? Parce que c'est ce qui impacte nos vies quotidiennes. La capacité à avoir de l'énergie en continu, parce que sinon la société s'arrête, la capacité à se transporter, la capacité à se défendre, la capacité à se nourrir. Et l'objectif, c'est d'assurer la résilience de ça. Et dans ce contexte-là, le go-to-cloud, et en particulier en France, Cocorico, Secnum Cloud, c'est une façon pour un client, Thales, EDF, d'autres, de dire j'ai confiance dans mon opérateur de cloud. Ça a été vérifié, on est capable de prouver cette résilience, cette sécurité. Je peux me concentrer, moi, métier, sur ce que j'héberge et ce que je fais continuer. Très bien. Et Stéphane, donc pour continuer donc avec vous, du point de vue d'un dirigeant, quels sont aujourd'hui les risques cyber qui doivent être considérés comme véritablement stratégiques, ceux qui impactent, comme vous le disiez, la continuité, la crédibilité, la capacité à décider d'un grand groupe comme Thales, par exemple? Alors, j'ai peut-être changé de casquette. Je vais me positionner avec ma casquette de conseiller auprès de l'ENISA. Ça doit faire 6 ans maintenant que j'exerce là-dessus. Il faut en revenir aux fondamentaux. Encore une fois, les risques, on peut tous se les lister. Il y en a plein. S'il y avait un catalogue des risques universels, on s'appuierait tous dessus. Chaque entreprise est différente. Il faut comprendre, en fait, quels sont les risques clés. Donc, sur des secteurs critiques, au titre de Nice, l'enjeu principal, et ça s'est traduit au travers de ce que j'ai dit, c'est la vie des populations. C'est assurer que notre vie quotidienne, à nous tous dans la pièce et ailleurs, de nos familles, continue à s'exercer de façon sereine. Donc la continuité d'activité, la résilience, la capacité à encaisser des coups, parce que les risques sont protéiformes, les menaces arrivent régulièrement. On n'est plus dans l'ère du if but when, mais au-delà de ça, on n'est plus dans le when, mais how fast can I resume activities. Donc l'enjeu numéro 1, c'est la résilience. Et le cloud a été conçu pour être résilient à l'échelle mondiale. Et le cloud, il est conçu pour être résilient à l'échelle française. C'est ça ce premier enjeu. Ensuite, d'un métier à l'autre, on a des préoccupations qui peuvent être légèrement différentes.
Olivier en parle très bien. La construction des centrales nucléaires, l'énergie, c'est indispensable. Pour Thales, aujourd'hui, la capacité à produire, à fournir, à accompagner la remontée du trafic aérien mondial, à assurer la capacité de détection et de défense dans des situations complexes. Donc ce ramp-up, cette croissance, c'est dans nos enjeux stratégiques et c'est ça qu'on doit assurer aujourd'hui. Alors justement, Olivier, avez-vous au sein d'un opérateur d'énergie coordonnant, si j'ai bien compris, plus de 200 000 salariés aujourd'hui, des spécificités ou des contraintes qui sont relatives à votre taille, qui sont relatives à votre activité, qui intègrent au passage, comme le disait Stéphane, des grands enjeux industriels, notamment dans la construction de nouvelles centrales de production nucléaire, par exemple? Alors, on en a plusieurs, effectivement, et Stéphane l'abordait un petit peu. La première, c'est la capacité à rentrer dans le domaine du numérique d'une manière plus rapide. Donc, Yann le personnalise bien au titre de son rôle de directeur numérique sur le parc nucléaire. C'est-à-dire qu'on a besoin, d'une part, de faire de la maintenance et de gérer les centrales pour qu'elles durent plus longtemps, mais d'une manière plus fluide et moins coûteuse. Et donc, à ce titre-là, on est sur des environnements qui ont été créés il y a 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, ce n'est pas des environnements qui ont été créés pour être facilement télépilotables ou téléopérables. Et donc, à ce titre-là, on est obligé d'aménager ces environnements, de décloisonner un certain nombre de réseaux tout en les gardant effectivement très enfermés et qui ne soient pas accessibles de l'extérieur. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est sur toute la manière avec laquelle on doit progresser dans le cadre de nos travaux de filière. C'est-à-dire qu'il y a une filière qui permet de construire des centrales nucléaires. C'est plutôt nouveau dans l'histoire de France. Et donc, à ce titre-là, il y a une réorganisation, l'apparition, le changement d'Orano de Areva vers Orano, la préparation de Framatome, qui a redessiner l'ensemble du paysage. Et à ce titre-là, on a annoncé au mois de novembre la création d'une association qui s'appelle Data for Nuclear X, qui a pour vocation à regrouper 20 000 entreprises. Donc, in fine, ça fera à peu près 2 millions d'intervenants. Donc, ça va de l'électricien et du robinetier jusqu'à des très gros acteurs qui doivent intégrer un certain nombre d'éléments dans les constructions. Et tout ce monde-là doit opérer d'une manière sécurisée, échanger de la donnée rapidement, mais tout en conservant ce niveau de sécurité. Donc ça, c'est un premier aspect qui est propre à l'énergie. Le deuxième aspect, toujours par rapport à l'énergie, alors on opère aussi des plateformes de marché, des choses comme ça, ou des gros environnements de B2C, on a 23 ou 24 millions de clients. Et donc, à ce titre-là, on doit aussi garantir un certain nombre de choses, soit pour des questions d'obligations réglementaires, soit pour des questions de protection des données, d'yeux qui n'ont pas à regarder. Donc ça a été très bien défini par Madame la Ministre ce matin et par le Président directeur général de Thales. C'est-à-dire qu'on a besoin d'environnements dans lesquels on sait garantir, là où c'est absolument nécessaire, le fait qu'on est les seuls à pouvoir accéder à ces informations et personne d'autre pourra le faire. Et donc on a fait ce tri-là, et donc c'est un des éléments assez fondamentaux dans le monde de l'énergie parce qu'on ne peut pas le faire sur tout. Ça dépasse largement le cadre du cloud, de l'implémentation du cloud, tout simplement. On parle de sécurisation de la partie réseau, de sécurisation de tous ces composants connexes en fait, au cloud. Je suppose que ce sont des chantiers bien plus vastes que juste l'implémentation d'un... Alors ça, j'aime bien entendre ça du point de vue de Thales. Donc oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'à travers l'ensemble de ces environnements, on va avoir des intervenants. On va avoir des salariés ou des agents chez EDF. On va avoir des prestataires ou des partenaires. On va avoir un certain nombre d'autorités, puis on va avoir un certain nombre de tierces parties. Et donc tout ce monde-là qui tourne autour de ces environnements doit être de confiance. Et donc à ce titre-là, on doit aussi intégrer l'exposition au risque, et là je rejoins ce que vient de dire Stéphane, sur comment on s'expose. Et donc si on regarde un petit peu plus dans le futur, on va se retrouver avec des environnements de type cloud traditionnel sécurisé, cloud de type cloud de confiance souverain, parce qu'on a besoin de cette souveraineté. Et après, la question pourrait se poser de savoir si on a encore des environnements on-premise et si c'est encore nécessaire. Évidemment, on continuera à gérer le contrôle-commande du nucléaire, des choses comme ça, dans des environnements totalement maîtrisés physiquement par nous, mais on peut avoir un repositionnement d'un certain nombre de services, et Yann le disait ce matin, autour de la gestion du combustible, autour de la gestion de la partie environnementale, qui est plus éligible dans les environnements maîtrisés et qui, du coup, pourrait être exposé de cette manière-là. Très bien.
Et si l'on reste sur des cas concrets, Olivier, justement, est-ce que vous pourriez partager un exemple d'arbitrage, justement, où les enjeux de sécurité ou d'autonomie stratégique, comme on l'a dit, ont directement influencé une décision stratégique ou opérationnelle majeure dans le groupe EDF? Alors, Marcel, je vous remercie de nous avoir fait intervenir tous les deux et d'avoir un track Sécu. J'étais un peu frustré ce matin de ne pas voir de gens de la Sécu pour parler de la Sécu et de la réglementation sur scène. C'est dommage. Et donc, à ce titre-là, nous, on a un très bel exemple, c'est celui de la partie équipe cyber. Il y a 6 ou 7 ans, on a décidé d'internaliser notre SOC. On a créé un SOC P10, donc on est qualifié P10 au titre de l'ANSSI. On a déjà fait 2 renouvellements de qualification P10. Et donc, c'est un arbitrage assez coûteux d'ailleurs, qu'on a fait, qui impose énormément de choses sur le recrutement du personnel, sur la formation, sur la manière avec laquelle on arrive à les garder, sur la perspective de la continuité, parce qu'évidemment, les environnements de cybersurveillance, notamment dans la partie P10, vont surveiller des choses qui sont assez sensibles, et donc à ce titre-là, on a besoin de pouvoir garantir cette surveillance au titre de notre rôle dans des processus qui sont notamment liés à la production d'énergie. Très bien, Stéphane, pour un dirigeant non spécialiste peut-être dans la salle, quelles seraient les interactions nécessaires, selon vous, entre la direction et l'exécutif pour piloter efficacement le risque cyber? Alors, s'il y avait la recette magique, je pense qu'on l'appliquerait tous, et sous le contrôle d'Olivier, en tout cas dans un certain nombre de cercles dans lesquels je tourne, on est tous en train d'essayer de se passer le « et toi tu causes comment à ton COMEX ?» et « toi tu parles comment à ton conseil d'administration ?» C'est quoi l'indicateur magique? Alors je vais prendre un peu le contre-pied de ça en disant déjà d'entrée de jeu, encore une fois, la réglementation européenne, NIS 2, CRA en particulier, DORA pour ceux qui sont dans la finance, elle impose aux dirigeants d'avoir un minimum de compétences sur la cybersécurité. Donc Olivier et moi, et plein d'autres dans la pièce, on est obligés de les former à ça. Donc j'allais dire, il faut déjà commencer à comprendre. Elle impose aussi aux dirigeants d'avoir une vision sur la façon dont Olivier, moi, on exécute cette sécurité. Donc on a des points de rendez-vous obligés par la réglementation. La conformité, ça ne permet pas de faire de la sécurité de façon certaine, c'est une rambarde pour monter les marches. Cette rambarde, elle est écrite dans la réglementation, donc il faut voir, il faut avoir ces indicateurs et il faut les présenter régulièrement. Elle nous impose aussi de faire un certain nombre de choses, de respecter d'autres critères. Donc déjà, on a ces points de rendez-vous. Ensuite, on le disait, quand on n'est pas technique, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient vous présenter les indicateurs du nombre de PC qui ne vont pas bien ou du taux d'indisponibilité du cloud. Quand on vient vous voir, quand votre artisan vient vous voir, vous prenez un expert, vous présupposez qu'il est compétent sur quelque chose. S'il doit refaire mon installation électrique, j'ose espérer qu'il s'y connaît en électricité. Mais ce que vous voulez comprendre, vous, c'est le livrable, c'est la métrique qui vous importe à la fin. Donc on parlait de c'est quoi le critère principal à la fin, c'est est-ce que ma résilience a été assurée? Donc c'est quoi mon temps de reprise sur un incident? Combien d'incidents j'en ai eu? Est-ce que c'est plus ou moins que la normale? Est-ce que je peux mettre un levier qui me permet d'améliorer ma cadence? Est-ce que le ratio de coût d'augmenter l'élasticité de mon cloud pour générer plus de simulations massivement parallèles pour réduire mon temps de mise en production, pour faire right from start, c'est plus ou moins que ça? Donc la clé, c'est on est aidé par la réglementation, on a des points de rendez-vous, on est obligé d'avoir trouvé le langage commun pour que le dirigeant généraliste comprenne la cyber, et nous, on est obligé de se mettre à ce niveau-là et de parler en ces termes-là, en métrique qui parle à l'impact métier, en risque qui parle au métier. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'évoque Stéphane, Olivier, sur les indicateurs et sur la manière dont interagissent exécutifs et les personnes qui décident, en fait? Totalement, mais alors on en parle effectivement beaucoup entre pairs, mais surtout ce qui est compliqué, c'est qu'on a des patrons de COMEX ou des membres de COMEX qui sont membres de conseil d'administration, donc tout le monde se croise et voit les mêmes sujets un peu partout, ce qui peut être dangereux d'ailleurs parce que du coup on s'habitue à ces niveaux de risque et à ce genre de choses. Par contre, ce que je constate, c'est qu'on a... Des biais aussi peut-être, des biais, exactement. Les mêmes indicateurs. Et une certaine... faut pas qu'on prenne mal ce que je viens de dire, mais on est à la génération Instagram, il faut que les choses soient simplifiées, arrivent vite. Et donc, on est avec des acteurs exécutifs qui doivent décider rapidement et qui n'ont pas forcément beaucoup de
temps de réflexion à consacrer sur les sujets. Et quelquefois, malheureusement, la partie grand public ou dernière Mission Impossible, des choses comme ça, amène des biais cognitifs sur une mauvaise compréhension de ce que c'est la cybersécurité, des approches qu'on trouve de plus en plus, et j'ai eu quelques difficultés à une période là-dessus, où on considère que si les moyens de protection sont à un niveau optimum, il ne pourra rien se passer, ce qui n'est pas très logique, ou des réflexions, alors ça on le voit aussi en tant qu'ancien de l'ANSSI, je le voyais beaucoup à l'époque, c'est une approche où on considère que finalement on va d'abord traiter ce qu'on voit, c'est-à-dire des attaques type ransomware ou autres. Les attaques de type espionnage étaient moins prises en compte parce qu'elles sont moins voyantes et finalement, pourquoi pas vivre avec. Et donc c'est plus ces aspects-là sur lesquels on a des challenges. Et donc il y a un travail, et c'était très bien fait ce matin ce que vous avez fait en première partie de présentation, il y a un travail, j'allais dire d'éducation, mais dans le bon sens du terme, en disant vous avez un sujet, et certes, on peut avoir des gens qui meurent pour des questions physiques sur un environnement industriel, on peut avoir des impacts de plusieurs milliards d'euros par rapport à un problème économique, mais on peut aussi avoir un impact cyber qu'on ne peut pas toucher, c'est comme l'électricité, mais qui est tout aussi dangereux, même si on ne le voit pas. Absolument. Sur le sujet de la souveraineté numérique est désormais un sujet très structurant, on le sait, chez Thales en particulier, n'est-ce pas Stéphane, surtout au niveau du secteur public et les infrastructures critiques avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Comment la traduisez-vous de manière pragmatique dans vos choix technologiques et organisationnels du côté du groupe Thales? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On a presque un peu touché du doigt avant. Le cloud, c'est différentes choses. Déjà, il faut reprendre le cloud et le cloud et le cloud, c'est tout le même mot, mais en fait, c'est pas pareil. Quand on achète de l'infrastructure en tant que service ou du Kubernetes as a service ou de l'API as a service et qu'on monte des applications serverless, c'est pas la même chose que de prendre ses bras musclés et d'aller installer des machines virtuelles sur un prestataire d'infrastructure. La façon dont on le fait est assez volontariste, c'est-à-dire qu'on se dit rien n'est interdit au Move to Cloud, sauf, et ce qu'a expliqué Olivier, je pense que c'est une bonne démarche, identifier quels sont les leviers qui empêchent. Il faut commencer par se désinhiber sur le fait de dire je ne peux pas y aller par principe. Il faut plus se dire je vais chercher à y aller tout le temps, sauf si, et le sauf si, il doit être justifié, il doit être documenté, il doit être prouvé. Donc on a un véritable objectif de déplacer et de moderniser, parce que déplacer le lift and shift, c'est sympa, mais ce n'est pas très efficace. Il faut en profiter pour moderniser. Et en tant que sécu, moderniser, ça veut dire remettre au goût du jour en termes d'API, se débarrasser de legacy, etc. Donc il faut aller dessus, il faut comprendre où est sa ligne rouge. Et la ligne rouge, elle pourra évoluer dans 1 an, 2 ans. Je pense que ça a été évoqué ce matin en ouverture. Thales est un acteur de la défense. À quel moment je m'autorise à faire du diffusion restreinte sur un cloud type SecNum Cloud? Donc c'est ce genre de questions qu'on se pose, donc on l'aborde, je pense, sensiblement sous ton contrôle, de la même manière qu'EDF, qui consiste à dire je veux y aller, je ne veux pas y aller n'importe comment, je n'irai pas sur les choses sur lesquelles je n'ai pas à y aller, mais la ligne, elle sera mouvante. Et on contribue aussi à faire bouger la ligne devant et derrière en fonction de l'état des risques. Olivier le disait. Moi, je prenais l'analogie que je trouve sympa. C'est en fait, le cloud souverain, c'est manger local. Est-ce que vous mangerez des mangues tous les jours demain? Je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Inversement, est-ce qu'on mangera que des pommes de terre cultivées en France tous les jours et de la vache charolaise? On ne peut pas tous le faire. Mais c'est bon d'avoir un petit peu de local pour tout. Et la question, c'est dans son régime alimentaire, pour être en bonne santé, jusqu'où on va dans le manger local, y compris sur des produits importés. Les tomates, ce n'était pas européen à la base. Et concrètement, Sens, d'ailleurs, comment Sens s'inscrit là-dedans aujourd'hui? Comment on intègre Sens chez Thales? Alors, Sens, c'est une énorme partie de la réponse sur nos besoins typés, encore une fois, standard, souverain. On a construit des landing zones pour Sens, on bouge vers Sens et on colporte même la logique de landing zone pour être capable d'avoir cette flexibilité sur les développeurs logiciels, par exemple, qui sont capables de développer des choses sur Sens, et quand on travaille sur les données réelles qu'on ne peut pas déplacer, qu'on fasse la même chose sur nos data centers, voire inversement, le jour où on sera capable de bouger des choses dessus. Donc, je ne donnerai pas de chiffres, mais une grosse proportion de ce qu'on a aujourd'hui sur des data centers traditionnels est en mouvement ou a déjà bougé chez Sens.
Olivier, je me retourne vers vous à nouveau. Côté EDF, comment évaluer et maîtriser justement les dépendances critiques, les dépendances technologiques, les dépendances industrielles, les dépendances opérationnelles, tout en conservant un modèle d'équilibre économique soutenable, y compris d'ailleurs à l'échelle internationale? Alors c'est un sujet, c'est intéressant ce que disait Christophe en conclusion ce matin. C'est un sujet, je me suis retrouvé à une échelle plus lente, mais on a tous cette problématique côté cyber. C'est qu'on a deux aspects. On a déjà un aspect qui évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un certain nombre de choix technologiques, un certain nombre d'applications, un certain nombre d'outils. Et puis on a pris le meilleur du marché, dans les meilleures conditions, qui est plutôt de confiance, plutôt, pas forcément dans un environnement souverain. Et puis l'acteur se fait racheter par un autre acteur qui est américain lié avec les Five Eyes et dans lequel ça se retourne contre nous. On a ce genre de cas maintenant pratiquement tous les mois. Et donc on se rend compte que cette dépendance qui considérait à se dire finalement je vais faire les choses chez moi, m'enfermer chez moi et faire avec les outils que j'intègre et je garantis la sécurité, elle ne peut plus être maintenue dans le temps, même si ce n'est pas aussi rapide que le challenge dont parlait Christophe sur le nombre de changes qu'il y a par jour dans un environnement de type Google ou Sens. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect sur les champs de dépendance, c'est que l'acception de la souveraineté que nous avons, qui est quand même très, très lourde, mais qui est lourde sur la capacité de la population française à avoir de l'électricité, elle est valable aussi, par exemple, pour les Anglais. Les Anglais, on leur construit 2 centrales nucléaires, et donc à ce titre-là, ce qui les intéresse, c'est avoir de l'électricité d'une manière continue pour les Anglais, pas pour les Français. Et donc la notion de souveraineté sur ce qu'ils veulent protéger, c'est pas le même type d'objet que ce que nous on veut protéger et pas des mêmes personnes. Et donc, je suis bien ciseau de l'ensemble du groupe. Et donc, à ce titre-là, on a une sorte de champ des contraintes qu'on doit gérer de manière à pouvoir trouver le juste milieu, et comme tu l'as très bien dit, avec un modèle économique qui reste soutenable. Sinon, ça serait facile, on vivrait en prison avec énormément de moyens, mais ça ne serait pas soutenable économiquement. Et donc, cet équilibre-là, il se fait à travers aussi des choix structurés. Et ce que j'aime bien dans des approches de type Sectum Cloud, c'est qu'on va avoir un environnement dans lequel, et je rejoins et j'ai commenté l'article de Vincent Strubel, c'est pas une médaille en chocolat, et cette qualification, elle est bien technique, il y a bien un certain nombre d'éléments, et pas que technique, d'ailleurs aussi juridique, il y a un certain nombre d'éléments, et donc ça c'est un point important. Et le deuxième point important, c'est que c'est opposable à tous ces acteurs qui disent, d'une manière totalement légitime, dans mon environnement, je veux que vous me garantissiez la continuité de l'activité que vous allez me fournir. Et donc, c'est un des champs de contraintes. Et le deuxième, qui est plutôt une contrainte interne, c'est de trouver le juste milieu entre les investissements qu'on fait, et c'est ce que disait Stéphane, et la prise de risque qu'on va prendre. Et cette prise de risque, elle va à l'encontre d'un principe, je crois que c'est même dans la Constitution, c'est qu'en France, on a, depuis quelques années, intégré le principe de précaution. Le principe de précaution en cyber, ça ne marche pas. Ce principe de précaution, ça voudrait dire que tous les risques doivent être systématiquement couverts, ce que personne n'a techniquement les moyens de faire, ni économiquement. Et donc c'est bien cet équilibre-là qu'on doit trouver, et c'est la raison pour laquelle on est de plus en plus sollicité par les conseils d'administration, dont le rôle est de contrôler les risques et d'avoir un deuxième regard, et s'intéresse évidemment à ce sujet-là. Et donc mon champ de contrainte, il est là, et donc un cloud souverain, ou plusieurs clouds souverains plus exactement, en France, enfin idéalement en Europe pour moi, et reconnu par l'Europe et imposé par l'Europe, c'est pour moi une solution qui permet d'avoir une partie de la solution de cette équation. Stéphane, sur justement cet équilibre à trouver, est-ce que je vous vois acquiescer? Est-ce que vous J'allais enchaîner naturellement. Je pense que le cri du cœur, quand on est ciseaux sur des organisations internationales, le cri du cœur, c'est simplifie-nous la vie. Il n'y a pas qu'en France qu'on a ces contraintes-là, il n'y a pas qu'en France qu'on est préoccupé d'arriver à avoir une résilience garantie, etc. Donc l'Europe, c'est un tremplin formidable pour avoir 26 autres pays qui ont la même préoccupation, la même réglementation, la même façon d'exercer, parce que quand on regarde le monde sur la totalité de ces pays avec une volonté de réglementation qui est légitime, hein, le politique, son levier d'action, c'est de réglementer. Son bâton, c'est les pénalités, hein, c'est les amendes, c'est les choses comme ça. Chaque pays qui invente quelque chose de son côté crée une distorsion qu'on est obligé de gérer avec des frontières qui sont matérielles dans le monde réel, qui sont matérielles pour les électeurs qui nomment le politique. Mais mettons-nous du point de vue de l'attaquant. Vu de l'attaquant,
La frontière n'existe pas, la différence de métier n'existe pas, la différence de réglementation n'existe pas. Donc la seule chose qu'on fait, c'est créer une distorsion par laquelle le maillon le plus faible finira par lâcher. Cette distorsion de réglementation, cette distorsion de contrainte exercée, cette distorsion de l'appréhension, elle ne fait que nous desservir au global. Donc c'est un cri du cœur en fait qu'on a sur l'échelle européenne. Je pense que on a eu en France, encore une fois, en étant un peu cocardier, l'initiative sur Secnum Cloud qui, encore une fois, garantit et oppose un certain nombre de choses par rapport à des risques qui nous permettent d'arrêter de réfléchir sur cette couche-là, de dire c'est fait, c'est prouvé, c'est démontré, c'est vérifié régulièrement. Et ça me facilite la vie, moi, de retirer ces risques-là dans mon équation. Donc quand je vais dans un pays à côté qui n'a pas ce label-là, je ressors le label Secnum Cloud en disant voilà comment je l'héberge, voilà. Quand ça satisfait, parce que c'est des pays pragmatiques, c'est super. Quand je suis obligé de refaire une démonstration, c'est du coût. Pour un bénéfice qui est douteux globalement, donc on génère du coût pour un bénéfice pas forcément clair. Donc on procure de l'assurance aux clients, et ça c'est indispensable et on le fera tout le temps. Mais est-ce que c'est un coût qui est bien dépensé par rapport au risque, encore une fois, de l'attaquant ou de l'arrêt de fonctionnement? Très bien. Alors, si vous aviez un message essentiel à adresser aux décideurs ici présents sur la manière d'aborder tous ces sujets dont on vient de parler, quel serait-il? Question pour vous deux. On va pas se renvoyer la balle. Je pense que en un seul mot, c'est résilience. Et j'ai abordé le fait de manger local. Je pense que foncièrement, le message, c'est si on a fait Secnum Cloud, c'est pour faire du cloud de confiance et pour avoir confiance dans le cloud. C'est une façon de supporter aussi cette vision de pouvoir s'affranchir de ces risques-là, de dire il y a des gens compétents et vérifiés par des tiers qui assurent ça, et de pouvoir se concentrer sur son métier à soi dessus. Et c'est un mix alimentaire, et c'est ça qui va faire votre régime et assurer que vous restez sain, dynamique, capable de gagner des médailles et de préférence plus que 4 années avant aux Jeux Olympiques. Et moi, le message, ça serait d'une part, mais très rapide, d'une part de faire attention, c'est-à-dire de choisir les bonnes solutions pour le bon niveau de protection. Je veux dire par là, juste un petit exemple. Vous prenez une petite équipe d'ingénierie, société lambda, qui travaille sur un certain nombre de choses liées à un de ces grands donneurs d'ordre, et puis elle décide d'utiliser une IA spécialisée qui permet d'analyser quelque chose dans le métier de l'ingénieur en question. Pour faire des économies, elle prend une IA qui est gratuite, et dans le cadre des conditions de gratuité, on s'engage à entretenir le moteur de l'IA en donnant les données au moteur chez lequel on a exposé les données. Donc, bilan de l'opération, une fois qu'elles y sont, c'est comme pour une blockchain, on ne peut plus les enlever. D'où l'intérêt de se poser la question de savoir où on va les exposer. Et donc, si on doit exposer des données critiques, aller dans des environnements, et les environnements Secnum Cloud sont là pour ça, dans des environnements de type sens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'en profite, puisqu'on parle de décideurs et que je suis sûr qu'il n'y a pas que des RSSI dans la place, il va falloir qu'on soit tous un peu dans un principe de réalité, qu'on ne fasse pas comme on a fait à la fin des années 90 avec les startups, etc. Ce n'est pas nous qui avons créé Amazon, Google et tout ça. Et donc quand on dit qu'on y va vraiment. Et donc quand on dit qu'on va commencer à externaliser des choses dans un environnement critique, ça veut dire qu'on peut se permettre de l'affranchir, de le faire chez soi, et donc on lance son projet de transformation. Et on le fait, on ne fait pas qu'en parler. Et donc à ce titre-là, moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. J'ai fait quelques tracks tout à l'heure. On voit qu'il y a de l'IA, des choses comme ça dans des environnements de confiance. Donc maintenant il faut y aller, et il faut assumer cette tentative de transformation. Et puis il y a toujours le fail and fail fast, qui est très utilisé par les anglo-saxons, qui marcherait très bien aussi dans nos environnements. Et je trouve qu'on a une chance d'avoir des environnements où on peut le faire même pour des choses un peu plus critiques, faisons-le. Et pour conclure donc, quel est selon vous le chantier prioritaire, absolument prioritaire à ouvrir ou à accélérer dans les 2 à 3 prochaines années pour mieux concilier performance, sécurité et autonomie stratégique? Alors moi j'ai un sujet, c'est que je ne peux pas croître en termes de ressources, ça coûterait trop cher. J'ai un nombre de volumes de choses à surveiller qui est monumental et qui continue à croître, des problématiques d'entreprise étendues, etc. Et donc mon chantier, c'est d'avoir des environnements, et là j'y crois vraiment, je croyais moins dans les clouds hybrides, où on en avait un peu chez soi, un peu dans le cloud. D'ailleurs j'en ai jamais vu des clouds hybrides où on pouvait prendre un payload, le mettre du cloud Amazon et puis le mettre chez soi et puis réciproquement. Je crois beaucoup
dans des environnements de type Sectum Cloud d'un côté et de type informatique interne de l'autre côté, où on pourrait avoir des équipes de réponse à incidents super compétentes dans son domaine, des analystes N2, N3, et puis prendre tout le reste de l'activité, le confier à un partenaire de confiance qui, lui, co-traiterait dans un environnement qui lui est maîtrisé. Et ça, je pense que c'est le chantier que j'aurai dans les 3 prochaines années à mettre en œuvre. T'es un peu disruptif, je vais rester presque plus classique, je vais cocher les buzzwords. Je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants ont une fear of missing out, la peur de rater le train de l'IA, voire le train de l'IA agentique. Donc, si ce n'est pas déjà amorcé, faites-vous une religion sur l'IA et l'IA agentique. Et Olivier a commencé à le toucher du doigt, en fait. L'IA de confiance, ça se développe, mais il ne peut pas y avoir d'IA de confiance sans cloud de confiance. Et pareil, si on se situe à 3 ou 5 ans, là aussi, c'est des sujets qui reviennent. La crypto telle qu'on la connaît, elle est remise en cause par l'ordinateur quantique. C'est des projets qui sont longs. On peut mourir d'avoir loupé le rétroplanning. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut l'attaquer maintenant, peut-être pas pour le faire maintenant, mais en tout cas, il faut déjà avoir son idée de combien de temps ça va prendre, dans quel ordre, etc. Et à quel moment il faut déclencher un budget ou demander un budget, suivant de quel côté vous vous trouvez, pour être prêt au moment où ça tapera. Il faut éviter la mort lente. Hein. C'est pour ça que vous allez chez le médecin régulièrement. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Merci Olivier pour vos éclairages très concrets et merci à tous pour votre attention et écoute.